Salut à tous! Entre le départ du Tour de France et la finale de Wimbledon, nos amis anglais ont bien eu de la chance. Et bien nous avons de la chance d'avoir Jean-Luc Roy à nos côtés pour nous parler du troisième événement anglais du week-end, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1. Quel honneur, oui, je suis moins compétent sur le vélo, sur le tennis, même si j'aime bien les deux, quand même. Tu es, je le dis publiquement, un amateur de la petite reine. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup et je vais avoir le privilège de rejoindre mon ami Christian Prudhomme sur le Tour pour l'étape du 14 juillet. Donc effectivement, la fête nationale, et ça se termine sur la planche des belles filles, donc tu penses que je suis extrêmement ravi de rejoindre Christian à ce moment-là. On s'incline et si tu me permets de te tutoyer, on va continuer. On peut continuer. Alors, les rois de la Formule 1 se sont exprimés à Silverstone. La victoire de Lewis Hamilton, vous le savez, à domicile et qui relance le championnat. On va tout détailler. J'ai quand même envie de revenir pour commencer, Jean-Luc, sur la journée du samedi, parce que ces derniers temps, ceux qui éventuellement veulent apprendre les résultats des qualifs avant le Grand Prix, qui n'ont pas forcément suivi ces qualifs, apprennent que les Williams monopolisent la première ligne en Autriche, tiens, surprise, et que là, les dites Williams et les Ferrari sont aux oubliettes à l'issue de la séance qualif. Elles n'ont même pas passé la Q1. Comment tu analyses tout ça? Un seul mot, britannique, mistake, c'est-à-dire une erreur, une grave erreur, parce qu'effectivement, on se fait totalement piéger par les conditions météo, c'est-à-dire qu'on rate totalement le coup, on n'envoie pas les gens au combat parce qu'on pense que la piste est trop mouillée et qu'on ne peut pas se qualifier de manière intelligente dans les dernières secondes. Or, il faut toujours être en piste, toujours être prêt à tout. On pêche par excès de confiance, naturellement, donc on commet une erreur dramatique. Je crois que ça a soufflé très fort chez Ferrari, puisque ça contraint les pilotes à partir de l'arrière de la grille. Quant à Williams, n'en parlons pas, c'est une écurie britannique qui connaît parfaitement les conditions de la météorologie britannique. Donc là, on ne peut pas comprendre, c'est une grave erreur, il n'y a pas d'autre chose à dire, qui aura des conséquences en course très importantes, comme nous le verrons. Hasard, oui. Alors, autre péripétie de cette séance qualif, c'est Lewis Hamilton qui se loupe. En Q3. Alors il se loupe complètement, c'est-à-dire que là, lui il est sorti, lui il est reparti au charbon, comme on dit, avec un train de pneumatiques le plus tendre, c'est-à-dire les pneumatiques médium, alors qu'on s'est précédemment qualifié avec des intermédiaires, parce que la piste est encore trop mouillée. Et bien là, on sort les slicks, on tente le coup, et puis dans la première partie de ce tour, Hamilton, qui sait que normalement, d'ailleurs, moi je le dis honnêtement une nouvelle fois, en direct sur RMC, je me plante aussi parce que je dis, bon, ils sont repartis, mais ça ne sert à rien. À mon avis, la dernière partie de la piste, comme on l'a vu au temps intermédiaire, est trop mouillée. Eh bien non, elle a séché miraculeusement. Donc du coup, le rendement des pneumatiques qui sont montés en température est très bon dans la dernière partie. Donc Hamilton décide de lui-même, après une petite erreur, dans la première partie, d'arrêter son assaut, alors que les autres le poursuivent. Ça commence par Vettel qui décroche la pole. Miraculeusement, on se dit génial, Vettel en pole. Et puis Rosberg fait mieux dans les dernières secondes. Donc du coup, on a effectivement une grille de départ avec un Hamilton qui est repoussé au 6e rang. Voilà. Alors, avant d'en arriver à cette bataille d'Angleterre entre Rosberg et Hamilton, un mot sur la conséquence, effectivement, du mauvais placement des Ferrari. Raikkonen va donc connaître un accident terrible dès le premier tour de ce Grand Prix. C'est vraiment l'image choc de ce Grand Prix. Comment tu l'as vécu? Comment tu l'analyses maintenant? Absolument. La conséquence, elle est énorme. On l'a laissé entendre, puisque naturellement, quand on a des hommes et des écuries de ce calibre-là qui partent d'aussi loin sur la grille, ils n'ont qu'une idée. Et encore, ils ont été avantagés par les déclassements et pénalités qui ont frappé un certain nombre de pilotes. Ils sont moins loin que prévu. Mais bon, ils sont très loin quand même. Raikkonen se fait un peu enfermer dans la première partie du circuit après le départ. Bref, il est remonté comme une pendule, c'est peu de le dire. Lui dont on dit que peut-être il n'irait pas au-delà de cette saison. Enfin, ça, ce sont des bruits de paddock. Donc là, il veut prouver que non, il est là et il va le faire. Et donc, effectivement, dans une grande courbe à gauche, quelque part, il est un peu éjecté à l'extérieur du circuit. Il reste à fond. Il essaie de revenir sur le circuit. Malheureusement, il y a une marche. On voit la Ferrari voler. Et littéralement, Raikkonen la perd. Il est passager de sa monoplace qui part dans tous les sens et qui finit par percuter le rail extrêmement violemment. Je ne connais pas la vitesse exacte de l'impact, mais on n'est pas loin de 200 km/h. Heureusement que les conditions de sécurité actives et les crash tests sont bonnes sur les Formule 1. Je pense qu'il y a 5 ans, il y laissait les deux jambes, et il y a 10 ans, il se faisait très très mal. Et la voiture revient en perdition, la Ferrari, en larguant des pièces et des roues. Et derrière, miracle, réaction formidable de Kobayashi qui part à gauche dans le gazon pour éviter l'épave de la Ferrari en perdition. Et réaction formidable de Massa qui évite également. Et heureusement, d'ailleurs, la première des questions de Raikkonen, quand il s'arrête, il dit bon, moi ça va. Est-ce que Massa va bien? Parce qu'il a eu peur que Massa prenne une roue, etc. Donc Massa qui a déjà été blessé, faut-il le rappeler. Donc voilà. Donc conséquence minime, j'ose dire, parce que bon, Raikkonen a un peu mal à la jambe, mais c'est pas trop grave. Mais on a eu très peur. On a eu très peur. Mais alors, il y a rien à lui reprocher. Il essaye de revenir, il le fait. Il y a rien. Il y a une sorte de petite compression. Alors est-ce que c'est un truc de boss? Je sais pas, mais c'est vraiment bien malheureux. Alors tu sais ce que je vais dire, c'est que à une autre époque, eh bien une sortie comme ça à l'extérieur de la
la piste, c'était terminé parce que tu étais ou dans le bac à sable, ou dans le rail, ou c'était fini. Maintenant, on a là les conséquences induites de faire des dégagements absolument plats, où les pilotes, même en dehors de la piste, restent totalement à fond, ce qui a été le cas de Raikkonen. Il ne veut pas perdre de temps et c'est normal. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est une conséquence perverse de la sécurité. Parce que comme il reste à fond à l'extérieur du circuit, logiquement, il aurait dû lever le pied pour reprendre la piste derrière. Ben non, il reste à fond pour perdre un minimum de temps et il y a une marche. Alors, sinon, il faut faire tout plat tout le temps et il n'y a plus de circuit. J'allais dire, on trace des marques à la peinture et les pilotes peuvent sortir et revenir. Voilà, écoute, malheureusement, c'est un fait de course et cette marche-là, au moment où il revient sur la piste, on ne peut pas reprocher décemment aux organisateurs qu'elle existe. On est en dehors de la piste, voilà. Bon, pendant ce temps-là, donc, le Grand Prix, après, va repartir, vais-je dire. Rosberg va mener les débats, comme on s'y attend. Et Hamilton, il faut être honnête, comme on s'y attend aussi, est là, derrière. Oui, alors juste un mot si tu veux bien sur la relance, parce que au moment où la FIA et où apparemment le conseil stratégique, le comité stratégique de la F1 suggère de refaire des départs, et ben là on se dégonfle. C'est-à-dire, et on a bien raison, c'est-à-dire que là on arrête les monoplaces sur la grille et on permet aux pilotes de changer de pneumatique, d'ailleurs ce qui permet à certains déjà de riper avec des pneumatiques dures ou de changer de stratégie en cours de route, ils sont 4 ou 5 à le faire, ce qui leur permet d'avoir utilisé en course les 2 trains, même si c'est que sur un tour, donc ça permet de jouer, mais après on donne un départ sous safety car. C'est-à-dire qu'on redonne un élan. Ça veut donc dire quand même qu'on a conscience que la procédure de départ arrêté et de plusieurs départs arrêtés en course est extrêmement dangereuse. Voilà ce que je voulais dire. Ça, c'est pour effectivement la règle en vigueur l'année prochaine. Qui imposerait même des si départs c'est vrai arrêtés. qu'ils ont dit que ça ne serait pas si c'était dès le départ ou dans les 5 derniers tours. Oui, donc mais là, on joue sur les mots. L'accident avait lieu au 2e tour, c'était pareil. Donc, j'en reviens à ta question. Bien sûr, Nico Rosberg part devant. Il profite de son avantage. Et là, le temps qu'Hamilton, qui a pris un excellent départ quand même, on n'a pas eu le temps de le dire, qui était parti 6e, qui est 4e à l'issue du premier tour, puisqu'il a réussi à déborder Vettel notamment, qui a pris un très mauvais départ. Donc, Hamilton est juste derrière les 2 McLaren. Il dépasse les 2 McLaren, mais il est à 5 secondes de Rosberg. Et là, on se dit, ça y est, on retrouve le bras de fer qu'on a connu en Autriche, et on va voir, et on comprend très vite qu'on est sur 2 stratégies différentes, et c'est ça l'intérêt. Un seul arrêt probablement pour Hamilton, et probablement 2 arrêts pour Rosberg. Voilà. Sauf que de bataille, il ne va pas y en avoir en fait, parce que Rosberg va donc être frappé en plein vol, si j'ose dire, avec ce problème de boîte de vitesse. Moi, j'ai envie de dire, Jean-Luc, quand même, que sur 19 courses, sachant qu'Hamilton avait déjà abandonné 2 fois pour raison mécanique, fallait bien que ça arrive à Rosberg. Hein, on s'y attendait, c'est la logique. C'est la logique. Alors, à un moment, on ne comprend pas trop, parce que Rosberg, qui sait très bien qu'il doit maintenir un rythme infernal de manière à pouvoir se ménager le temps de s'arrêter une 2e fois, alors qu'on a dû comprendre aussi dans son équipe, parce que je ne sais pas jusqu'à quel point on masque le jeu au niveau des 2 équipes, c'est-à-dire est-ce qu'on se dit ce qu'on fait? Ça, je ne sais pas. Honnêtement, là, je ne pense pas. Je pense qu'au dernier moment, on peut choisir d'avoir des stratégies décalées, et c'est tout l'intérêt de cet affrontement, parce qu'encore une fois, s'il y a entente, eh bien ça tue le suspense, parce qu'on a bien compris que les Mercedes étaient les plus rapides, et en début de course, c'est de l'ordre de 1,5 seconde à 2 secondes au tour. Donc c'est énorme par rapport au reste du paquet. Donc j'en reviens à cette histoire où à un moment Rosberg dit dans sa radio, je commence à avoir des problèmes au rétrogradage de boîte de vitesse. Or, il bat le record du tour. On se dit, bon d'accord, des informations. Alors, il se sert de la radio pour dire, ok, j'ai des problèmes, vous en faites pas, ça va mal se passer, mais c'est pas vrai. Et puis malheureusement, à un moment, on le voit ralentir brutalement, et effectivement, la boîte de vitesse refuse tout service. Et là, moi, ce qui me désole toujours, c'est le pilote totalement désemparé qui dit à la radio, qu'est-ce que je dois faire les gars? Ça marche plus, qu'est-ce que je fais? Alors on lui dit reset machin, position 8, position 10, enfin ce que tu veux, et puis ça repart pas. Et malheureusement, la voiture est arrêtée, de surcroît, boîte bloquée. Donc ça, c'est un autre problème. Ce sont des sacs de gremlins, ces Formule 1 maintenant, auxquels, s'il y a un petit problème, un petit capteur qui croise les bras, le pilote ne peut plus rien, l'ingénieur ne peut plus rien. Bon, cela étant, évidemment, on n'a rien contre Rosberg, mais le fait que Hamilton gagne et qu'il lui reprend 25 points d'un coup, pour la situation au championnat, c'est parfait, hein, il revient à 4 points. C'est clair que là, ça relance totalement, effectivement, comme tu le dis, on se retrouve avec 165 points pour Nico Rosberg, puisque son score n'a pas bougé, 161 pour Lewis Hamilton, et comme tu l'évoquais très justement tout à l'heure, 2 abandons pour Hamilton, 1 abandon pour Rosberg, ça veut dire 0-0, la balle au centre, ou presque. Et donc, on part pour une 2e moitié de saison, quasiment, puisqu'on a fait le 9e Grand Prix, qui va être tout à fait passionnante, en tout cas, je l'espère. Alors, abordons les autres pilotes, les accessites. Moi, j'ai envie de dire, attends, Bottas fait 2.
Mais on vient de dire que justement, il s'était complètement loupé en qualif. Alors, comment il a fait pour revenir aussi haut, Valtteri Bottas? D'abord, une attaque extraordinaire, et puis une stratégie décalée. Alors là, pareil, je note tout. Il s'arrête uniquement au 31e tour, donc il part naturellement en pneumatique médium. Lui ne profite pas de l'arrêt pour changer de pneumatique. Au 31e tour, il chausse les durs et il les emmène au bout. Il y avait donc 52 tours. Enfin, c'est super. Bottas, on commence à se dire, deuxième podium pour lui. La première fois, c'était sur la 3e marche du podium. C'était en Autriche, il y a 2 semaines. Là, maintenant, c'est sur la 2e marche du podium. Il est parti 14e, tu me vois venir. Ah oui. C'est de la graine de vainqueur en puissance, hein, Bottas, et de surcroît. Bon, alors les Mercedes sont beaucoup trop fortes pour le moment, mais il y a des circonstances de course qui font il est là, il est là, il est bien, bien là. Moi, j'ai envie de dire, il est devant Vettel au championnat du monde. Oui. Parce qu'on va dire, il y a les 2 premiers qui se battent pour le titre, bien sûr, ça y est, on a compris, hein, Rosberg et Hamilton. Et puis derrière, il y a un groupe qui se bat pour le top 5, je vais dire. Ricciardo, Alonso, Bottas, Vettel, Hülkenberg. J'ai même envie de mettre Button, allez, qui a fait un beau Grand Prix. Ah, qui a fait un beau Grand Prix. Et on est groupé en 40 points là, et voilà, pour aller chercher. Et Bottas est là, il est devant Vettel. Tu as bien raison, c'est la jeune garde, on peut dire. Bon, non pas que Rosberg ou Hamilton soient des gens âgés, mais enfin, ce sont des pilotes expérimentés, même si Rosberg n'est pas encore champion du monde. Mais bon, on a bien compris que ça pouvait être pour cette année. En revanche, les Ricciardo, les Bottas, on en parlait, les Hülkenberg, ça c'est vraiment la jeune garde et c'est vraiment des types qui ont beaucoup de talent et qui se mettent en évidence, d'ailleurs comme par hasard, dès que les circonstances de course le permettent et dès que la météo le permet. Voilà. Alors tiens, en parlant des champions du monde vénérables qui s'arsouillent, on a eu une belle bataille, Alonso-Vettel. Alors j'ai un peu envie de la nuancer parce qu'elle est magnifique. En tout cas, on aurait vu les images brutes, on aurait dit c'est génial. Sauf qu'on a les communications radio. Et on s'aperçoit qu'il n'arrête pas de se plaindre et de s'accuser. Et ça gâche le truc, si j'ose dire. Comment toi, tu vois ça aussi? Interdiction de la radio. Bon. Tu me vois venir. Mais oui, il y en a marre. Moi, j'en ai assez de ça. Parce qu'on s'en sert comme d'un outil de communication. Donc, effectivement, pour influencer la direction de course, moi, j'ai trouvé cette bagarre formidable. Je l'ai trouvée très correcte parce que c'est pas des enfants de cœur. Hein. On est à quelques millimètres à certains moments. On se frôle. Mais il n'y a pas le petit coup de volant, tu vois, qui permet de mettre l'autre en difficulté, donc on la joue vraiment avec un summum de talent. C'est quand même 2 types, il y a quand même 6 titres de champion du monde là au total, et puis c'est en totale confiance. Moi je regrette qu'on vibre pas comme, évidemment on va tous penser à Villeneuve, Arnoux, oui, parce que la bagarre en plus elle dure 10, 12, 15 tours, c'est vraiment génial. Alors les entendre se plaindre comme des pleureuses, pardonne-moi, hein, c'est des champions du monde, je les respecte infiniment, et ils me laissent pas passer, ils se défendent pas comme il faut, ça me gonfle, mais vraiment je trouve ça nul, indigne de ces hommes talentueux. Donc, à mon sens, suppression de la radio, on remet les vieux panneaux et tout va bien. Je sais que je ne serai pas entendu, mais ça fait rien. Non, oui, je pense pas. Mais on est d'accord. Alors, un petit mot quand même des McLaren. Là, on s'inquiétait un peu pour elle ces derniers temps. Là, Magnussen et surtout Button se sont montrés. Alors, Button, super, avec un casque aux couleurs pour rendre hommage à son papa. Donc, un casque rose avec derrière, il y avait un petit personnage et tout. C'était émouvant. Je crois que Button, sur lequel les critiques commencent à pleuvoir un petit peu du côté de Ron Dennis, du côté d'Éric Boulier. Bon, je trouve pas ça terrible d'ailleurs parce que c'est quand même là aussi un champion du monde, un type formidable humainement, et là il a fait un superbe Grand Prix, là on peut rien lui reprocher. Évidemment le niveau de la McLaren on le comprend en course, il n'est pas ça, alors il sauve les meubles, il est pas loin du podium, c'est génial, moi je suis content pour lui. Du côté évidemment de derrière on fait ce qu'on peut, le niveau n'est pas bon, le niveau de la McLaren n'est pas bon et je crois qu'il n'y aura pas de coup de baguette magique pour les rendre extrêmement performantes parce que là on était bien qualifiés, Magnussen aussi, bon c'est pas un manche, il fait ce qu'il peut. Il y a un Français dans les points, Jean-Luc, c'est Jean-Éric Vergne. Oui. Alors, est-ce que je vais être méchant si je dis que malheureusement, il est derrière son coéquipier? Méchant, non. Maintenant, je pense que lui aussi, il aurait aimé être devant. Bon, je crois qu'il y a une dizaine de secondes d'écart à l'arrivée. C'est ça, 12 secondes entre les deux. Bon, c'est clair qu'on a affaire à Kvyat, on le dit, on le redit. On a affaire vraiment à... En plus, il est pas démonstratif du tout. C'est encore une sorte de droupie. Il a un visage qui est inexpressif. Mais dans la voiture, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il exploite tout, qu'est-ce qu'il est rapide, qu'est-ce qu'il est solide. Et je pense que c'est le constat que doit faire Jeff actuellement. Donc, effectivement, oui, moi aussi, j'ai regretté que Jeff ne puisse pas être devant. Au niveau des pilotes français, on peut dire qu'ils étaient groupés au moment du départ sur la grille. En qualif, génial. Bianchi, mais pareil, voilà encore un talent. Là aussi, on se dit que peut-être si Raikkonen a une petite blessure pour le prochain Grand Prix, on pourrait faire monter Jules dans la Ferrari et là, ça changerait tout. Parce que Jules en qualif, il est formidable. Moi, je le dis et je le répète depuis longtemps, c'est un diamant, même pas à polir. Il attend juste la monoplace et l'occasion pour faire vraiment des étincelles. Jules Bianchi, c'est un formidable pilote.
Tu as vu l'image de Alonso au départ, qui se place sur la grille de départ? Eh oui. Donc, Bah comme oui. quoi c'est possible de mal se. Bah oui. se Il positionner, c'est avance fou, d'une hein. demi-longueur de Il monoplace. se fait un peu avoir par la voiture devant lui. Et il c'est prend possible. 5 secondes de pénalité. Bon, là, la pénalité me paraît correcte. Tu vois, c'est pareil. On n'a pas, je sais bien, on le dit toujours, on n'a pas à juger de la direction de course. Mais bon, c'est une pénalité. C'est lourd, 5 secondes en course. Mais ça nous vaut cette bataille formidable après entre les deux hommes. Donc finalement, on ne va pas pleurer. Non, je trouve que, c'est logique. Oui, c'est anormal. Quelque part dans le feu de l'action, il ne se met pas au bon endroit. Il prend une sanction. C'est normal. Allez, dernier mot en 30 secondes. Parce qu'on parlait de la bataille avec Vettel et Alonso, mais je voulais parler de Ricciardo, qui est encore devant son champion de monde de coéquipier. Et là aussi, ça pose problème à la longue, parce que là, c'est plus un hasard. Et il est bon, sauf là, en qualif, il n'était pas devant, mais justement, il part 8e. Il termine encore sur le podium. C'est un garçon extrêmement solide, là aussi, vainqueur de Grand Prix maintenant. Et je pense que dans sa tête aussi, il y a eu un petit déclic. Je pense que oui, Vettel aura du mal. Jusqu'à la fin de la saison, maintenant, c'est clair. C'est pas seulement une question d'utilisation de monoplace, etc. Je pense que Ricciardo, c'est vraiment un excellent pilote. Voilà. Bon. Le prochain Grand Prix, dis donc, c'est pas dans la nation de nos pilotes émérites, soit champion du monde, soit en tête du championnat du monde, en Allemagne. Oui, je crois que ça va être chargé d'émotions. Rosberg, forcément, doit se dire, je suis obligé de faire comme Hamilton chez lui. C'est clair, c'est clair que là, puis alors là, du coup, Hamilton a repris la main, même si c'est pas sur faute de Rosberg. Paul, quand même, et il menait le Grand Prix quand il a le problème mécanique. Donc, bon, on peut pas savoir quelle aurait été l'issue, mais en tout cas, c'est clair que là, Nico va devoir reprendre la main, effectivement. Ça va nous valoir beaucoup d'émotions jusqu'au terme de la saison. Je l'espère en tout cas. Bon, écoute, on en reparlera donc la prochaine fois. Le débriefing F1 sur motorstv.com. Merci vraiment de votre fidélité et de votre passion. Vous pouvez le suivre donc en live texte également grâce à nos amis et partenaires de f1-directo.com. Le live WRC quand il y a du rallye, je le signale aussi parce qu'en minute par minute, on ne rate rien. Et puis, vous avez toujours sur notre site internet les vidéos, les news, la grille des programmes. Tout, quoi. Vous avez tout, c'est ça. Bon, allez, merci Jean-Luc. Merci LFB. À bientôt. Salut.